Great, så Bohogatan och Tomicek. Bonsoir tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à cette 10e édition du Festival de la BD de Montréal. Je suis super de bonne humeur, je sais pas pour vous, il fait beau, c'est la fin ou début de la fin du déconfinement, fait qu'on est de bonne humeur, il fait un peu froid, fait qu'on est peut-être à l'intérieur puis on écoute le Festival de la BD, les choses sont en notre faveur. Je me présente, je m'appelle Samuel Rainville, je suis Inou urbain. Inou, membre de la communauté de Pessamit, et je serai l'animateur de la soirée ce soir. Ce soir, on va parler d'un sujet qui m'est à cœur. On parle de création inclusive. Donc, on va parler surtout de diversité de genre, de diversité sexuelle, mais aussi des premiers peuples. Avec les panélistes de ce soir, on s'est surtout rendu compte que la création inclusive, dans leur cas du moins, ça passe beaucoup par le désir d'être représenté. Ça passe par une démarche personnelle, une démarche d'introspection à travers leur BD, la littérature et le dessin. Ça peut aussi passer par la responsabilité de représenter des groupes qui sont minorisés dans l'univers littéraire. Merci aux commanditaires de cette émission. C'est les éditions Éco-citoyenneté qui nous permet de présenter ce sujet important là, dans l'émission de ce soir. Et sans plus attendre, je vous présente nos panélistes. On a 4 panélistes qui nous parlent de diversité puis d'inclusion ce soir. On a Sabrina Godbout d'abord qui est avec nous. Sabrina, t'es là? Oui, je te Oui, vois c'est bien. là. Sabrina est Wendat de la communauté de Wendake. Elle a complété en 2019 son baccalauréat multidisciplinaire qui cumule 3 certificats, études autochtones, ethnologie et sociologie à l'Université Laval. Tu as cumulé aussi des expériences professionnelles, entre autres comme un professeur de langue Wendat. Tu as offert beaucoup d'ateliers culturels comme le perlage, mais aussi de danse de powwow. Puis tu travailles à titre de chargé de projet en langue et culture à l'Institut du développement euh, durable des Premières Nations Québec-Labrador. C'est tout qu'un nom. Où c'est à cette place-là que tu as développé une série de BD reportages sur les communautés autochtones qui s'intéressent, qui utilisent les énergies renouvelables. Puis tu deviens maintenant prochainement agente culturelle pour ta communauté. Félicitations. Merci. Puis on a aussi avec nous Maude Lafleur, qui est autrice, en plus d'être chargée de cours et doctorante en études littéraires à l'UQAM. Elle enseigne la littérature jeunesse et les littératures étrangères. Ses recherches portent sur les corps atypiques et leur représentation dans la littérature. Il y a aussi une personne cofondatrice et éditorice aux éditions Diverses Syllabes. On a hâte d'entendre parler de ça. Sa nouvelle La prophétie paternelle est parue dans le collectif Folle Frue Forte, publié aux éditions Tête Première. Salut Maud! Salut. On a aussi avec nous Jessie Tremblay, un auteur trans de bande dessinée queer, vivant actuellement ici à Montréal. Depuis 2015, il autopublie des fanzines de chroniques de Mathis et Nicolas. Il publie depuis 2017 le webcomic médiéval fantastique L'Armée du Soleil, qui est d'ailleurs récipiendaire du prix Jacques Urtubise en 2018. Puis c'est destiné qui est spécifiquement au projet d'auto-édition en chantier. Puis le tome 1 de l'Armée du Soleil est lancé l'année dernière ici même au Festival de la bande dessinée de Montréal. Salut Jessie! Salut. Ben, l'année dernière, c'était plus l'année d'avant, je pense. Ça Ah, fait oui, trop oui, longtemps. même l'année d'avant. Ouais, On c'était a une en année qui est 2019, je comme, pense. Ouais. Ça fait on a trop une année qui longtemps. s'est comme évacuée. Salut, salut. Salut! Bon, Puis le chat notre... aussi est avec moi. Ah, yes! Les félins sont acceptés. Yes, pas le choix. Emmanuel Dufour est notre 4e panéliste. Emmanuel est anthropologue de formation et détentrice d'un doctorat en éducation par les arts de Concordia. À travers les années, elle s'est beaucoup intéressée à la sécurisation culturelle dans le domaine de l'éducation et elle a aussi accompagné différents projets de bande dessinée, notamment celui avec Sabrina pour l'Institut du développement durable des Premières Nations. On la connaît comme dessinatrice, mais aussi comme conseillère pédagogique en équité, diversité et inclusion au Collège Jeune Sic. Puis le 15 mai dernier, elle lance son ouvrage C'est le Québec qui est né dans mon pays. C'est sa première BD en mode solo, puis en grand format. Et c'est une BD qui a connu
un fort succès, qui connaît encore un fort succès, puis qui est aussi l'aboutissement, puis ça, c'est important de le préciser, l'aboutissement de son projet de thèse, qui a été accompagné d'un long travail écrit là, de plus de 200 pages. Oui, Emmanuel? Oui, oui, Samuel. Ben, écoutez, je suis hyper content de me plonger dans la création inclusive avec vous ce soir. Mais avant d'aller plus loin, on veut apprendre à connaître un peu vos beaux projets qui ont différentes manières de parler d'inclusion, puis de diversité, la diversité au sens très large de son terme. Alors, parlons un peu de vos projets respectifs, puis commençons par Jessie. Jessie, je me suis amusé à fouiller ton compte Instagram. Puis j'ai trouvé énormément de dessins qui sont très beaux par ailleurs et qui semblent souvent représenter deux personnages là. Puis on s'en est parlé. Moi, je me disais, c'est qui ce fameux Mathis et Nicolas là? Est-ce que tu peux nous parler de Mathis et Nicolas qui semblent être comme très présents dans ton univers? Ouais, c'est un peu comme mes amis imaginaires, en fait, ces personnages-là. C'est des personnages qui me suivent depuis près de 10 ans, je dirais même. Dans le fond, c'est un peu des parties de moi-même. C'est le cas pour beaucoup en fait, tous les personnages que je crée, c'est un peu des parties de moi-même. Puis ces deux personnages-là, ils prennent beaucoup de place dans ma tête, fait qu'ils ont besoin de sortir de temps en temps. Puis comme en ce moment, je fais pas grand-chose parce que je suis comme isolé puis j'ai pas le goût de rien faire. C'est ma réalité depuis un an, malheureusement. Mais comme je ne suis pas concentrée sur cet univers-là en ce moment, l'univers avec Mathis et Nicolas, parce que je travaille normalement sur l'Armée du Soleil, qui est mon projet principal en ce moment, c'est mon projet de webcomic. Fait qu'une fois par année, je me permets de me concentrer sur eux pendant un mois, durant le mois d'octobre, pendant le Inktober, puis je travaille sur un fanzine pendant 31 jours, je fais 31 illustrations pendant ça. Ça fait une BD, une petite BD, là, ils sont comme grosses comme ça. Des petits carrés Instagram, il y a tout le temps des fesses. Et non seulement des fesses, mais il y a bien d'autres choses dedans. C'est des BD érotiques. Fait que, érotique queer. Gay parce que c'est principalement deux garçons, là, ou un personnage non-binaire puis un homme bisexuel. Donc, c'est ça. C'est ces projets-là, ces deux personnages-là qui évoluent un peu avec moi au fil du temps. Là. Ils ont un peu la même identité quand je les ai créés qu'ils l'ont maintenant, mais c'est ça, ils évoluent comme tout le monde. Donc, c'est mes personnages. Puis Jessie, tu sembles avoir ces deux univers. Là. Il y a Mathis et Nicolas qui sont beaucoup dans l'érotisme puis les thématiques queer. Puis là, ben, tu as ton autre projet que tu nous as présenté, qui est l'Armée du Soleil, qui est bien apprécié de tes fans, je pense. Est-ce que tu abordes aussi un peu les thématiques queer dans une approche de fantaisie médiévale ou c'est surtout sur le médiéval? Je l'aborde pas de front. Comme c'est pas, comment dire, je le dis pas comme ouvertement nécessairement dans l'Armée du Soleil, mais tous les personnages sont queer. C'est juste comme par défaut, c'est un univers queer, mais l'enjeu n'est pas queer. T'sais. On s'entend. C'est comme ça, c'est une aventure fantasy. Il s'avère que les personnages sont queer et vivent des trucs queer en tant que personnages queer. Mais c'est pas, c'est un enjeu politique et comme social et tout là, qui se passe dans l'Armée du Soleil. C'est plus grand que les personnages, qu'est-ce qui se passe, mais les personnages sont queer. C'est ça que j'aime. J'aime voir des personnages queer vivre des aventures. Là, fait que c'est un peu ça que j'ai fait avec l'Armée du Soleil. Donc, tu as fait le coming out finalement de tes personnages de même en live, si j'ai bien compris. Ouais, ben, le monde s'en doutait un peu, là. Will, il y a comme une petite scène avec un autre gars dans le webcomic, là. Will, qui est un des trois personnages principaux, là. Fait que c'était comme évident pour lui, là. Bon. Mais ça, c'est fait, en tout cas. Puis, Sabrina, toi, de ton côté, ben, t'es d'abord une femme autochtone qui s'est donné une mission de mettre la lumière sur les enjeux de développement durable, mais avec une perspective autochtone, une perspective qu'on entend encore très, très peu.
Puis tu as choisi la bande dessinée pour mettre de l'avant les voix autochtones. C'est quand même un choix intéressant. Puis ta bande dessinée a été traduite en langue autochtone. Pourquoi tu as choisi la BD comme médium? Ben, je vais te dire, ben franchement, Samuel, en fait, moi, quand je suis arrivée à l'IDD en janvier 2019, le projet était déjà comme c'était. Fait que c'est pas moi nécessairement qui a pris la décision de m'en aller vers la BD. Puis un autre fait, contrairement à Jessie, Maud et Emmanuel, moi, je fais pas de la BD. C'était un univers que je connaissais pas du tout. C'est vraiment juste qu'il y avait un poste qui s'était ouvert à l'IDD PNQL en tant que chargée de projet en langue et culture. Puis moi, comme autant ma vie personnelle que ma vie professionnelle tourne autour seulement de ma culture et de ma langue, ben, c'était comme une évidence pour moi de postuler à ce poste-là. Puis là, ben, je me suis ramassée à l'IDD PNQL. Puis que mon mandat consistait justement à faire des livres multilingues, dont 3 bandes dessinées reportages sur des communautés autochtones qui utilisent les énergies renouvelables. En fait, c'est la personne avant moi, Marie-Hélène Baudry, qui avait contacté Emmanuel, justement, Dufour, qui est la 4e panéliste, pour se diriger vers les BD, parce que les BD, c'est vraiment comme un bon moyen, c'est un bon outil qui peut être utilisé comme moyen pédagogique. Puis moi, ben, c'est vraiment comme un défi que je me suis donné dans les livres de l'IDD, justement, de promouvoir les langues et les cultures. Puis, comme ces derniers temps aussi, on entend beaucoup comme le cas de Joyce Echaquan, le racisme systémique et tout ça. Ben, les BD, ben, je trouvais que c'était un bon moyen justement de donner la voix aux gens des Premières Nations. Fait qu'en quoi qui consiste ces BD-là, je suis allée visiter 3 communautés autochtones qui ont des projets de développement durable, d'énergie renouvelable en fait, au sein de leur communauté. Donc, je me suis dirigée pour la première communauté à Listigouche, excusez-moi, chez la nation Micmac, parce que la nation Micmac gère un parc éolien. Par la suite, je suis allée chez les Atikamekw, dans la communauté de Manawan, plus précisément sur le site Matakan, parce qu'il y a des panneaux solaires. Puis, je me suis dirigée pour la 3e communauté à Mashtoyat, où eux autres gèrent 3 mini-centrales hydroélectriques. Mais au-delà de juste les projets d'énergie renouvelable, j'aborde beaucoup plus comme les notions d'identité. C'est comme Puis je pense que c'est ça qui vient nous rejoindre, les 4 panélistes aujourd'hui, c'est comme la notion d'identité, comment qu'on peut se sentir inclus, comme vraiment comme donner la voix aux gens. La relation au territoire aussi, parce que chez les Premières Nations, la relation au territoire est particulière. On a vraiment comme sans jouer dans le stéréotype, là, mais il y a comme cet aspect-là qui est important pour nous, comment est-ce que les langues et les cultures sont reliées avec le territoire, la toponymie. Donc, j'essaie vraiment quelque chose comme de mettre ça de l'avant. Puis, donc, comment que ça fonctionne, en fait, c'est que au travers de la BD, on me voit à travers mes réflexions. J'ai vraiment essayé d'inspirer la jeunesse autochtone, en fait, par mon récit de vie. J'ai comme essayé d'oser à travers le dialogue que j'ai avec les collaborateurs des différentes communautés sur comment moi je vis mon identité, comment je la vis, ma langue aussi, ma culture. Fait en gros, c'est à peu près ça. Emmanuel, vu que tu travaillais beaucoup en collaboration avec moi, est-ce que tu rajouterais des choses comme... ou c'est correct pour l'instant? Peut-être, en fait, je dirais juste un aspect important, c'est qu'on ne dessine pas ni moi ni Sabrina sur ces dessins-là. Les dessins ont été faits par Christiane Vincent, c'est une illustratrice Wendat, et le dernier tome par André Piget, qui est pour sa part autochtone, mais Sabrina est allée chercher aussi une graphiste autochtone Innu. Donc, l'idée, c'était d'inclure le plus possible des talents aussi de Premières Nations. Puis, c'est quand même la première série de bandes dessinées par et pour les Premières Nations à être créées en langue autochtone au Québec. Fait que, ça, c'est quand même intéressant au niveau de cet aspect-là. Je dirais même, il y a un concept que je trouve important d'ajouter, fait par, pour et avec. Quand on parle d'inclusivité, le « avec » pour moi, il signifie beaucoup. Parce que ces BD-là, oui, c'est moi qui les ai écrites, mais au bout de la ligne, je trouvais que ces BD-là devaient revenir à la communauté. Donc, c'est beaucoup plus le reflet. C'est comme quand que je rencontrais les gens sur les communautés,
je leur demandais toujours de ce qu'on a discuté aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble le plus important, c'est qu'on mette dans la BD. Donc, les gens me disaient, moi, Sabrina, je veux que tu montres comment est-ce qu'on a été des leaders dans le projet, comment est-ce que le territoire est important pour nous, comment est-ce que nous, on a su collaborer avec d'autres Premières Nations, par exemple, ou comme travailler tout le monde ensemble. Donc, c'était vraiment un moyen de donner une voix à ces personnes-là. Fait que de ne pas jouer dans le parce que moi, je suis une Première Nation, je peux me permettre de parler d'autres Premières Nations. C'était vraiment comme de donner une voix à ces gens-là. Puis effectivement, Emmanuel a nommé un bon point aussi, c'est le fait, le fait que ça soit fait par, pour et avec, c'est que oui, c'est bien beau juste d'avoir des collaborateurs, mais le fait que ça soit traduit, c'est quand même traduit dans 8 langues des Premières Nations sur 10. Bien, il y a 11 nations autochtones au Québec, mais je veux dire, il y a 10 Premières Nations. C'est quand même une belle réussite pour moi de dire que ça a été traduit, mais il fallait quand même des traducteurs des Premières Nations, des différentes langues. Puis pour ne pas jouer dans le stéréotype non plus, on est allé chercher une illustratrice, dont Christiane Vincent, qui est elle aussi Wendat de Wendake, pour comme... c'est ça, c'est juste d'arrêter que les gens nous dessinent tout le temps à notre place ou parlent à notre place. Là, c'était vraiment comme... d'inclure les gens dans le processus puis qu'ils se l'approprient, ce processus-là aussi. Fait que, en gros, c'est un peu ça les projets de bande dessinée à l'IDD PNQL. Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose en inclusion. Là, le avec, finalement, c'est la clé, une des clés les plus importantes là, de se sentir représenté, mais de représenter de la bonne façon, finalement. Puis pour ça, ben, il faut nous inclure. Puis Maude, si je me tourne vers toi, tu travailles beaucoup en milieu académique, entre autres, mais tu as cofondé récemment une maison d'édition qui s'appelle Divers Syllabes. Je pense que tu as une mission aussi, ou en fait, avec cette maison d'édition-là, aussi une mission qui ressemble beaucoup à celle de Sabrina, de mettre de l'avant la représentation, puis de combler aussi les vides parfois dans la littérature. J'imagine que c'est parce que tu as manqué un certain manque de représentation que tu as décidé de te lancer dans ce projet-là de maison d'édition. Oui, c'est ça. Ben, quand je suis arrivée dans le projet, il était déjà en branle. Donc, l'été passé, il y a Madiola Québec-Camara qui a dit ça suffit, là, dans le fond, le racisme, le sexisme, tout ça peut être à l'intersection de ces identités-là, parce qu'elle, c'est une femme racisée. Puis elle a dit ça suffit, je suis tannée. Puis je suis tannée d'avoir toujours des bâtons dans les roues quand j'essaie d'accéder au milieu littéraire, puis de toujours devoir comme prouver que je peux le faire aussi, puis de me voir refuser l'accès. Donc, elle a décidé de fonder la maison, puis ensuite, elle est venue chercher d'autres personnes, donc on s'est joint à elle avec grand plaisir. Donc, c'est une maison d'édition qui est, puis j'aime beaucoup la formule de Sabrina, donc par, pour et avec les femmes racisées et non blanches et les personnes minorisées dans le genre. Donc, c'est dans le fond, deux communautés qui se rencontrent là-dedans aussi. Puis, dans le fond, on vient vraiment pas des mêmes horizons, puis on n'a pas tous les mêmes défis, mais on se rend compte que ce désir-là d'être représenté correctement, on le partage. Puis de pouvoir accéder à des façons de se dire aussi, alors que tout ce qu'on voit, c'est des portes fermées ou du manque de représentation. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on partageait tous, toutes, puis qui vraiment nous réunissait autour de ce désir-là de vouloir fonder une maison d'édition. Dans le fond, de se dire, ben, si personne le fait correctement ou si personne ose le faire, nous, on va le faire. Puis on va mettre aussi de l'avant toute une structure qui permettra à d'autres de le faire aussi avec nous. Donc, c'est un peu la même chose, donc de permettre de pouvoir se voir représenter, mais de pouvoir aussi ouvrir des portes à des auteurs minorisés en genre ou des autrices racisées qui n'auraient pas accès au milieu de l'édition d'une autre façon. Là. Donc, on est encore à nos tout débuts. Là. Ça fait 1 an à peu près là, que la maison est sur pied. Puis, c'est pas facile là, d'être une jeune maison d'édition au Québec non plus. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire par ses propres moyens avant d'avoir accès à des subventions et tout ça. Mais on va avoir un premier ouvrage là, qui devrait sortir d'ici l'automne. Là. Puis, j'ai bien hâte, là, un collectif, là, vraiment dans la pensée, dans l'esprit de partage, puis de mise en commun, puis tout ça. Là, donc, à suivre, là, puis je pense que ça peut aller chercher beaucoup de gens ici. Là.
Bon, moi, j'ai lu ta nouvelle aussi, parce que là, tu parles de ta maison d'édition, mais toi aussi, tu écris. J'ai lu la nouvelle La prophétie paternelle que j'ai beaucoup appréciée. Puis dans cette nouvelle-là, tu parles beaucoup de ta relation avec tes propres parents, particulièrement celle avec ton père. Tu parles de ton enfance. Puis surtout, tu parles de grandir comme puis grandir et de se sentir exclu, grandir et ne pas repérer ses modèles, puis même grandir et se sentir en trop, c'est un peu ce que tu utilises. Pourquoi c'était important pour toi de te plonger dans ton propre récit personnel et d'en faire une histoire narrative? Mais je pense que ça vient aussi de beaucoup de réalisations que j'ai fait tardivement, donc qui viennent un peu réinterpréter tout mon passé, puis qui viennent mettre des mots là où je savais pas qu'il y en avait. Donc, il y a plein de parties de mon identité que je réalise encore maintenant, puis que j'ai pas, parce qu'il manquait de représentation, justement. Donc, je savais pas qu'on pouvait être comme ça, je savais pas qu'on pouvait être non-binaire, je savais pas qu'on pouvait que des personnes grosses ou des personnes grosses, ça pouvait réussir aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça que je réalise maintenant. Puis je réalise aussi à quel point c'était ancré profondément là, ces croyances-là en moi. Donc, il y avait ce besoin-là par la création de venir un peu réécrire mon histoire, puis quitte à la trahir, quitte à inventer des choses, mais peu importe, de vraiment me l'approprier, ma propre histoire, de l'utiliser avec mes mots, puis de ne pas avoir peur de blesser quelqu'un ou de trahir leur mémoire ou leur souvenir des choses, mais de vraiment dire, mais moi, j'ai le droit à mon propre récit, puis de le faire sans s'excuser dans le fond. Puis c'est pour ça que dans le fond, ça a été l'autofiction vraiment tout de suite mon réflexe de création, d'aller dire, mais je vais écrire ma propre histoire parce que j'ai besoin de ça pour me connaître dans le fond, pour savoir qui je suis et qui je peux être. Ben justement, j'en connais une autre qui a utilisé la BD dans son cas pour apprendre à bien se connaître. Je pense que Emmanuel, ben, c'est un peu ton processus à toi aussi. Puis tu as eu le réflexe rapidement dans ton processus de création de t'entourer. Toi, tu es une femme non autochtone, mais qui s'intéresse beaucoup aux questions autochtones et tu t'es entouré d'un nombre assez impressionnant. Ça, on le remarque tous, de collaborateurs et collaboratrices autochtones parfois, parfois non autochtones aussi, pour ton propre cheminement, puis t'en as profité pour mettre de l'avant la voix de plusieurs. Puis d'ailleurs, ta plus récente BD, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Ben, juste le nom même de la BD, tu l'empruntes d'une de tes plus proches collaboratrices, Anna Mapachi. Moi, je me demande, déjà, dans tout ce processus-là, comment ça te parle, ça, ce titre-là? C'est le Québec qui est né dans mon pays. En fait, le titre, je pense qu'il y a différentes versions finalement. Moi, la version que je connaissais qui explique est des fois différente de celle qu'Anna explique. Des histoires, c'est souvent comme ça. Là, mais en gros, Anna et moi, on travaillait à l'Université de Montréal. J'étais son assistante pour un cours d'Anishinaabe, de langue Anishinaabe qu'elle donnait. Puis on attendait le métro, puis elle me racontait qu'elle avait rencontré la veille au soir un homme qui essayait de deviner ses origines, en voyant qu'il était peut-être pas québécoise selon le modèle qu'on s'imagine souvent d'un Québécois. Puis, fait qu'il essayait, il nommait tous les pays au monde qu'il pouvait imaginer. Est-ce que tu viens du Maroc, du Mexique? Il était rendu sur les orteils, il y avait vraiment plein d'idées. Puis Anna disait tout le temps non, 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 non. Puis en l'écoutant parler, il était comme il entendait quand même un accent québécois. Fait qu'il disait, parce que lui, il n'est pas du Québec, puis lui, il disait, mais t'es quand même québécoise. Il disait, non, non, je ne suis pas québécoise. Puis il disait, mais t'es née au Québec. Puis elle disait, non, je ne suis pas née au Québec. Tu sais, je pense que ça faisait une couple de fois qu'elle se le faisait demander. Puis elle avait dit, je vais te le dire, moi, c'est pas moi qui est née au Québec, c'est le Québec qui est né dans mon pays, c'est pas la même affaire. Puis j'avais trouvé ça tellement excellent quand elle m'avait raconté que ça m'était resté en tête. Puis finalement, quand on a fait, il y a eu deux versions de cette bande dessinée-là. Il y a la version doctorale qui porte un autre titre. Puis quand on a travaillé avec l'édition puis tout ça, parce que ça a été mis en bulle, mais dans un phylactère, dans la bande dessinée, cette citation-là, mais en langue Anishinaabe. Mais quand on en parlait avec les éditeurs, là, puis d'autres collaborateurs, tout le monde était. Ça a été comme une révélation pour tout le monde. C'est une phrase qui marque, je pense, qui en soi, c'est un statement qui en dit beaucoup, puis qui est pure vérité, mais en même temps, je pense que ça va chercher quand même une certaine résonance émotive pour beaucoup. Là.
Puis Emmanuel, tu t'es entouré de tellement de gens dans ce projet-là, puis tu as choisi de mettre de l'avant leurs propos. C'est ce qu'on voit dans tes planches. C'est vraiment les discours qu'ils ont dit. Ben, j'imagine que pour eux aussi, ça a été une démarche d'introspection. Mais toi, quel est ton processus dans tout ça à travers ta création? Est-ce que tu as appris des choses par rapport à toi-même? Est-ce que tu t'es remise en question aussi? Est-ce qu'on a des doutes aussi quand on fait un projet d'une telle envergure? Mais c'est ça, je trouvais ça drôle en écoutant Maud parce qu'il y a tellement. Ben, puis en fait, je pense que c'est comme Sabrina disait tout à l'heure, on se retrouve à plusieurs points de l'utilisation un peu de la bande dessinée ou du récit un peu comme autographique, comme un processus de guérison ou de revisite de nos passés pour en comprendre les choses autrement ou réussir à mieux faire passer certains trucs ou stabiliser une identité, tu sais. Moi, à la base, l'idée de cette bande dessinée-là, la base au départ, là, c'était vraiment de vulgariser mes résultats de recherche sur la sécurisation culturelle, donc quelque chose d'assez extérieur sur la sécurisation culturelle pour les étudiants autochtones, donc mes résultats de maîtrise. Tu sais. Parce que moi, à travers ça, j'avais fait un processus de rencontre, ça avait complètement bouleversé mon récit fondateur, ma compréhension de l'histoire du territoire, puis j'avais rencontré plein de personnes de Premières Nations que j'avais comme envie aussi de faire connaître à mon père, à mes amis. Tu sais, j'avais envie un peu de contrer ce mensonge colonial-là, tu sais, les trous dans l'éducation, mais à fur et à mesure que je travaillais, je me disais, mais le concept de qui raconte est vraiment important aussi. Tu sais, je ne suis pas une étudiante autochtone, je ne suis pas une enseignante autochtone, fait que si je parle de ça, il faut quand même que je dise qui je suis au niveau de mes biais, de mes points de vue, puis tout ça. Fait que j'ai commencé un aspect qui était plus introspectif. Puis là, mais au fur et à mesure, la question du malaise s'avérait comme tellement importante, en discutant avec des personnes autochtones et non autochtones, que je me disais, je pense que c'est quasiment plus important dans un premier temps de mettre ça en récit, de discuter puis d'inviter justement, là, au total, il y a une cinquantaine de contributeurs autochtones et non autochtones, mais pour qu'on en parle ensemble puis on ait un dialogue. L'histoire, peut-être la différence, c'est que je raconte pas les histoires autochtones à travers cette bande dessinée-là. Chacun raconte son bout d'expérience. Puis là, on a un dialogue sur un système, sur une réalité partagée sur le territoire. Mais moi, pour répondre à tes questions, finalement, j'ai fait vraiment un gros tour, mais moi, ça m'a vraiment transformée au niveau de ma compréhension, même de mon identité québécoise, puis d'allier, puis même d'universitaire, je dirais, ce processus-là. Ça a fait un beau nettoyage, ça a comme fait du bien. Puis, est-ce que tu trouves ça dur de mettre un peu de ton intimité, de même au grand public, même dans une université, dans la littérature scientifique? Mais c'est drôle parce qu'il y a deux défis que j'ai trouvés vraiment difficiles dans ce projet-là. Le premier, c'était parce que la plupart des contributeurs de la bande dessinée me connaissaient avant. Tu sais, c'était comme des collègues ou des gens avec qui on avait travaillé ou même des amis ou tout ça. Fait que me déclarer du jour au lendemain, hey, est-ce que tu acceptes que je te dessine? Oui, c'est ça, je veux faire une bande dessinée. Ça, j'ai trouvé ça quand même un peu. Puis même envoyer les dessins à chacun pour que tout le monde est-ce que tu es correct avec ces dessins-là, puis tout ça. C'est quand même humble, j'ai juste le mot en anglais, mais tu sais, oui, j'ai déjà fait un dessin sur une vieille facture, ou dans le sens que personne ne me connaissait comme dessinatrice, parce que je n'étais pas une dessinatrice non plus. Fait que ça j'ai trouvé ça un petit peu confrontant. Puis, évidemment, je pense que quand, dans le style que j'ai utilisé, le style un peu BD rencontre, moi, j'aime beaucoup Joe Sacco, par exemple. Puis, tu ne mets pas tes meilleurs côtés de l'avant. Mon personnage, finalement, dans cette bande dessinée-là, c'est quelqu'un qui est un peu ignorant, qui se trompe sur son identité familiale. Puis je me suis permis d'avoir un peu d'autodérision parce que c'est des sujets assez lourds, assez durs, qui sont réels, qui causent beaucoup de souffrance du côté autochtone, puis même qui sont même, je trouve, incapacitants du côté québécois. On parle d'un système genre génocidaire, tout ça. Fait que moi, je me disais, ça va être mon rôle un petit peu de me servir de moi pour alléger avec des trucs, d'aller revisiter c'est pas les aspects les plus reluisants, disons, de ma vie. Mais ça, je trouvais que c'était correct. Ça faisait partie un peu de la démarche visée. Il n'y a pas des aspects très intimes. Là, je raconte pas mes histoires d'amour puis tout ça. Fait que c'est quand même assez. C'était pas si confrontant que ça. Là. Ouais. Puis je pense que c'est beaucoup ton utilisation de l'humilité finalement qui rend très, très accessible ton ouvrage.
Je sens qu'il y a un thème fort qui se dégage de l'ensemble de nos panélistes, l'exploration de nos propres identités à travers notre démarche créative. Jessie, toi, t'as dit justement quelque chose, t'as dit que tu avais grandi avec tes personnages, ça fait 10 ans que tes personnages t'accompagnent, mais est-ce que dans cette dans ces années-là, à passer autant de temps avec tes personnages, tu as appris à te connaître? Est-ce que c'est tes personnages qui t'ont appris à te connaître ou est-ce que c'est toi qui leur a donné des traits de personnalité? Ça marche comment? C'est un peu un échange, je te dirais. Là, comme j'ai appris à les connaître en apprenant à me connaître et vice-versa. T'sais. Puis tu sais, d'avoir deux personnages masculins comme étant comme le fort de moi-même, ça me fait me questionner sur mon identité de genre beaucoup. J'avais comme ce feeling-là depuis très longtemps que je n'étais pas nécessairement une fille. Fait que j'ai exploré l'identité plus queer, non-binaire pendant longtemps. Mais comme, d'avoir vraiment comme des garçons en dedans de moi de manière non sexuelle. Je sais pas, j'en suis venu à une certaine réalisation à un moment donné que j'étais comme ben, crime. Je suis peut-être plus que. Je suis peut-être trans. Entre autres, puis aussi, non seulement trans, mais un homme trans gay. Moi, j'ai pas cet exemple-là dans ma vraie vie. Je le vois sur Internet, là, cette identité-là, beaucoup, mais comme dans la vie, j'en connais pas beaucoup. En tout cas, j'en connais très peu, puis même, je peux pas les nommer. À quel point je les connais pas personnellement, ces personnes-là. Fait que, puis, en tout cas, c'est ça que mon expérience personnelle de découverte personnelle influence ma création et ma création m'influence personnellement dans ma découverte de moi-même. Fait que c'est un peu un échange, comme je disais. Mais c'est tellement bien dit. La prochaine question, je vais la lancer un peu à l'ensemble des panélistes, puis vous la saisirez au bon parce qu'on parle beaucoup de sensibilisation finalement aussi à travers ce qu'on fait, à travers la responsabilité de représenter celle que vous avez clairement sentie à un certain moment dans vos démarches créatives. Comment vous la vivez, cette responsabilité-là de la représentation? Est-ce que ça peut être perçu comme un fardeau parfois? Je sais, moi, en tant qu'étant une personne autochtone, mais ça vient beaucoup avec de l'éducation à faire continuellement. Est-ce que vous le faites par responsabilité ou par devoir moral? Quelqu'un peut saisir au bon? Ben, personnellement, un peu des deux, là, je dirais. Puis aussi, ouais, juste comme, pour être sûr que les gens ont la bonne information, mais je trouve ça difficile d'être la personne qui a la bonne information aussi. Personnellement, comme je sais ce que je sais, puis ça se limite à ça, Fait que personnellement, j'aime ça, encourager les gens à s'éduquer, là. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Puis du côté de Sabrina, peut-être, toi, tu es une femme autochtone qui décide de mettre la lumière sur les voix autochtones. Est-ce que tu le fais parce que c'est dans tes devoirs personnels ou tu le fais par intérêt ou tu le fais par responsabilité? C'est un peu comme Jessie, moi, on dirait que c'est les trois. C'est comme une accumulation. On dirait que tu es comme dans le contexte Première Nation, ce qui est étonnant, c'est que je vais dire mon récit personnel. Comme quand moi, j'étais à l'école primaire à Wendake, on nous apprenait à être fiers de notre identité Wendat, de notre langue, de notre clan, d'où est-ce qu'on vient, puis on priorisait comme notre version de l'histoire. Puis quand moi, je suis arrivée à l'école secondaire, que je suis sortie de la communauté, sortie, c'est un grand mot parce que Wendake est collé sur la ville de Québec, là. Mais je veux dire, reste quand même que tu n'es plus dans ta communauté quand tu vas à l'école secondaire. Puis là, on nous apprend dans les livres d'histoire une partie de... En fait, les Premières Nations, on n'existe juste pas, ou quand on existe, c'est juste dans des parties problématiques. On est juste vu comme une problématique. Puis toi, en tant que jeune, quand tu as comme entre 11 ans et 16 ans, c'est quelque chose que tu te cherches vraiment beaucoup. Puis moi, en plus que je ne ressemble pas à une Première Nation, c'était comme une deuxième couche qui était comme rajoutée. Fait que c'est comme une accumulation, un peu un écœurite, on va dire, que de dire
comme t'es comme tanné que les gens parlent à ta place quand tu sais c'est quoi la version de l'histoire puis la perspective. Puis dans les livres d'histoire, on donne une vision, comme Emmanuel disait tantôt, coloniale, comme relativement fausse. Tu sais, c'est drôle de dire que que dans la perspective de l'autre, tu n'existes pas. C'est comme ça fait mal à la longue. Puis je reconnais dans ce qu'Emmanuel disait tantôt, Maud puis Jessie, dans la question identitaire, c'est drôle. On a comme des vécus différents et pourtant, je me reconnaissais dans ce que chacun disait. C'est comme drôle, cette dynamique-là. Je pensais pas que j'allais me reconnaître là-dedans. C'est drôle, hein? Puis comment est-ce que les échanges, on voit comment est-ce que les échanges puis la collaboration, ça crée vraiment des changements. Puis on dirait que je vais ramener ça avec moi à la fin on dirait que ça me fait du bien d'entendre chacun des témoignages comme ça. Puis moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui me motive. Puis, comme tout le système colonial, la loi sur les Indiens, encore aujourd'hui, que le but, c'est de nous exterminer, là, qu'on n'existe plus en tant que Première Nation. Puis, les stéréotypes de les Autochtones, c'est tous des buveurs d'alcool, des drogués, des cawiches, des ci, des ça. Mais comme moi, par ces BD-là, pour moi, c'est de dire, on existe encore. Il y a des beaux modèles de réussite dans nos communautés qui existent, puis c'est pas vrai qu'il y a que ces stéréotypes-là qui existent. Puis c'est quand je parlais tantôt d'inspirer les jeunes des Premières Nations ou des lecteurs, c'est oui ça, mais c'est aussi de sensibiliser la population québécoise à ça aussi. Je trouve que ça fait un outil par ce moyen-là. Puis que d'utiliser des moyens visuels c'est pas vrai que nous, les Premières Nations, on a des plumes en arrière de la tête puis que ça se résume à ça. On est plus que ça. Puis c'est comme fait que c'est comme mon cheminement personnel que j'en fais comme un devoir moral que je sais c'est quoi que ça fait quand des gens nous étudient et que, mettons, la recherche ne nous revient pas ou comme que ça ne nous rapporte pas ou que. Fait que c'est comme tout ça, en fait. Puis c'est de notre responsabilité en tant que juste être humain tout court, d'être comme s'informer sur l'autre. Puis c'est ça, c'est juste ça. Puis tu sais, comme aujourd'hui, c'est un bel exemple de. Ça me fait capoter qu'on doit parler d'inclusion. On est juste des êtres humains, finalement. Pourquoi qu'on parle d'inclusion? Pourquoi qu'on parle de diversité? On est juste des êtres humains qui se rassemblent. C'est juste ça, puis c'est de notre responsabilité en tant que personne de s'informer de la situation de l'autre puis d'avoir une ouverture. Fait que c'est tout ce mélange-là, moi, en fait, qui me vient en tête. Ouais, je comprends tellement ce que tu veux dire par ta dernière phrase parce que on dirait que, tu sais, j'ai passé toute ma vie à être autochtone, mais là, maintenant que j'en fais mon travail, là, tout d'un coup, je suis comme confronté continuellement à me rappeler que je suis pas juste un Samuel, je suis Samuel qui est autochtone. Puis, ça m'intéresse aussi parce que, il y a Emmanuel qui a les intérêts communs avec toi, puis je connais votre complicité entre Emmanuel et Sabrina, mais tu l'as nommé, il y a une grande différence entre vos postures quand on parle des réalités autochtones. Puis je serais curieux de savoir, Emmanuel, de ton côté, avec ta posture à toi de personne non autochtone, comment on se sent quand on décide de prendre la responsabilité de la représentation? Ben, effectivement, tu l'as bien nommé là, dans ce que Sabrina a dit. Ça rejoint aussi beaucoup ce que j'essaie moi aussi de proposer. Mais comme tu dis, la différence, c'est que moi, je ne suis pas autochtone. Puis je me dis, tout ce qu'elle a nommé tout à l'heure, le problème, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, parce que là, on entend de plus en plus parler des réalités autochtones. Évidemment, il y a 5 ans, quand j'ai commencé ce travail-là, c'était moins ça, mais souvent, on est dans une perspective de parlons des Autochtones. Parlons des enjeux autochtones. Parlons du racisme systémique, même des fois, que vivent les Autochtones, mais sans s'inclure dans la donnée, sans voir l'aspect relationnel, de voir qu'on est tous impliqués. Même la côté réconciliation, pas tout le monde, mais on a tendance à se dire réconciliation pour les Autochtones, alors que toute cette question-là de la rencontre et réconciliation, là encore, c'est un mot qu'on pourra revisiter, là, mais c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans la bande dessinée, évidemment, c'est pas de parler à la place des Autochtones. C'est pas, il y en a qui le font, qui réussissent à le bien faire en collaboration. Moi, c'était pas, je me sentais pas à l'aise de le faire. Ce que je voulais faire, c'est juste que le lecteur puisse prendre le temps, prendre un espace, un temps pour réfléchir à ça, pour réfléchir à son expérience, justement, se rendre compte un peu par lui-même de tout ce que Sabrina dit. C'est du fait que qu'est-ce que tu as appris
sur les Premières Nations, c'est quoi ton expérience? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais pas? Et d'où viennent tes savoirs, ces connaissances que tu crois savoir? Qu'est-ce que tu as appris le système d'éducation à part le système colonial? Te rappelles-tu de la disparition des Autochtones des manuels scolaires pour les périodes les plus importantes qui sont les périodes génocidaires de la sédentarisation forcée, le vol des terres, les pensionnats autochtones, les 60 Scoops, le massacre des chiens de traîneau, tout ça. Finalement, qu'on se rend compte collectivement de ces gros trous-là qu'on a. Puis évidemment, le but, c'est pas d'encourager la culpabilité. Tu sais, moi, je nomme beaucoup ma culpabilité en point de départ dans ce récit-là, mais c'est pas pour se vautrer là-dedans. Puis, parce qu'on sait que la culpabilité, ça peut avoir aussi un effet de repli. C'est que mon dit, je suis tannée d'entendre parler, j'ai pas le goût de me sentir mal, là, j'ai ma vie, tout ça. L'idée, c'est au contraire, c'est on va en parler, puis on va regarder c'est quoi le mécanisme qui fait que justement, il y a une rencontre, c'est quoi le mécanisme, comme Sabrina dit, qui fait qu'on doit encore parler d'inclusion. Pourquoi il y a une invisibilité? C'est ça, médias, système d'éducation, politique, puis tout ça. Une fois qu'on comprend, ben, on se responsabilise, puis on passe à l'action. Puis il y a différents, dans la BD, il y a une médiagraphie qui réfère à beaucoup d'œuvres créées par des personnes autochtones ou en collaboration pour aller plus loin. Fait que c'est comme juste des petites fenêtres expérientielles pour allumer un peu des questions, proposer des questions plus que des réponses pour qu'après ça, les gens fassent leur propre auto-éducation puis aillent à la rencontre des Premières Nations, des réalités coloniales, mais aussi de leur propre identité, parce que je le dis souvent, mais je trouve que l'identité québécoise, c'est un peu comme une chaise à trois pattes qui est un peu braquante. Puis on dirait que c'est pour ça, des fois, qu'elle a de la misère à accueillir quelqu'un, parce mais il manque l'histoire coloniale, il manque l'histoire des Premières Nations, il manque ce peuple fondateur. Donc, fait que c'est un petit peu ça, c'est à plusieurs. Fait que ça, je pense que ça passe par la réflexion, puis le dialogue, puis l'éducation dans un processus continu, là, c'est pas linéaire. Oui. Puis le fameux syndrome de l'imposteur, là, quand on est dans l'inclusivité, comment on passe par-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, Maud, peut-être? Ben, je pense qu'on peut assumer qu'on le vit tout, là, parce que je pense que c'est vraiment difficile d'assumer une posture où on se met nous en jeu, puis où on prend aussi d'autres enjeux sur soi. Puis de ne pas le vivre. Puis je pense que, je vais rebondir un peu sur ce que disait Emmanuel aussi, au-delà de parler, il y a l'écoute aussi. Mm-hmm. Puis si on peut écouter au lieu de parler, puis de débattre, puis tout ça, parce qu'il n'y a pas de débat à avoir sur les identités, puis il n'y a pas de débat à avoir sur qui est une personne ou qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle l'a vécu, puis il faut juste l'écouter, puis le prendre. Puis c'est drôle, on est vraiment rapide à calmer le sentiment d'imposteur des autres, mais pour soi-même, c'est autre, mais avec un certain mélange de si on sait qu'on va être écouté, puis qu'on est prêt à écouter aussi, je pense qu'on peut passer au travers de ça, puis on peut vraiment aller vers justement une création, vers quelque chose de productif, plutôt que de se vautrer dans la culpabilité, plutôt que d'être toujours dans le débat ou de devoir se battre pour être reconnu aussi. Puis il y a des erreurs, hein, donc on admet que les autres fassent des erreurs. Je pense qu'il faut admettre qu'on peut s'en faire aussi, puis s'excuser, puis passer par-dessus, puis me faire le changer. Là. Donc, je le dis, puis en même temps, j'essaie de me le dire à moi-même, puis ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que c'est ça. Il faut accepter des positions imparfaites, puis arrêter de se mettre la barre super haute, hein, parce que quand on représente la diversité, on essaie toujours de se mettre la barre super haute, parce que si on fait une erreur, on n'est pas un bon modèle de personnes queer, on n'est pas un bon modèle de personnes autochtones, puis on va nuire à la réputation de toute une communauté, puis c'est pour ça que c'est important de pluraliser les voix, puis de diversifier les voix. Là, tout le poids ne peut pas être sur les épaules d'une seule personne, puis on ne peut pas gâcher la réputation de tout un groupe non plus, je pense, avec nos erreurs. Donc, c'est dans ce sens-là que j'aimerais aller. Mm-hmm. Puis d'accepter quand on fait des erreurs, de les assumer, puis de tenter de faire mieux la prochaine fois. Il faut surtout pas que ça nous gèle, puis qu'on va pas vers l'autre. Je pense que c'est important. Sabrina? Ouais, ben peut-être pour renchérir un peu ce que Maud a dit, je dirais que moi, je trouve qui sort de ton discours, Maud, c'est juste de dire, d'être dans son humilité. Tu sais, de reconnaître tout simplement que tu sais pas tout, puis de le dire, tu sais, quand tu approches l'autre, je m'excuse, je suis pas au courant, peux-tu m'expliquer? Tu sais, tout simplement, tu sais,
souvent, il y a des gens qui me disent ouais, comment qu'on approche les gens des Premières Nations, nanana, ben, nomme-le. Tu dis, je m'excuse, je connais pas ta réalité, peux-tu me l'expliquer? Puis, comment toi, tu veux que je t'aborde? OK, c'est de telle façon? Bon, ben, OK, on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis, pourquoi rendre ça compliqué quand on peut juste le dire, l'exprimer, puis ça s'arrête là, le malaise après, puis ce syndrome-là, il diminue aussi par la suite. C'est juste comme d'oser nommer les choses, puis c'est ça, juste comme de se ramener à la base dans son humilité, puis dire comme, ben, je connais pas tout, c'est impossible de toute façon, Mm. Mm. Faut pas s'attendre non plus à ce que tout le monde, tu sais, mettons, j'approche une personne autochtone en lui demandant, peux-tu m'expliquer ta réalité, qu'elle soit ouverte comme et prête à m'expliquer toutes ces affaires live-là, tu sais. Faut comme être ouvert au refus de se faire éduquer aussi, puis de faire ses recherches soi-même, c'est important, là, je pense. Oui, oui. En tout cas, moi, je vous écoute parler, puis vous êtes tous des personnes extraordinaires, des très belles personnes, puis je pense que vous rendez un gros service en, en, en ayant un processus créatif inclusif qui met la lumière, qui met en valeur des réalités qu'on a peu l'opportunité d'apprendre à connaître. Puis parfois, tu sais, je pense au public, parfois, c'est pas parce que le désir manque qu'on va pas à la rencontre des autres, c'est vraiment parce qu'il y a un manque de ressources ou un manque d'opportunités, puis vous en créez avec vos travails. Euh, comment vous vous sentez en sachant que c'est votre démarche personnelle, ben, elle va peut-être contribuer de façon collatérale ou de façon directe à l'épanouissement identitaire de d'autres personnes? Ben, moi, je dirais peut-être en lien avec ce que Jessie a dit. Tu sais, la question, parce que là, on remarque, c'est sûr, tu sais, il y a comme une sorte d'éveil, je pense, aux diversités en général, tu sais, aux réalités autochtones, aux diversités de genre, aux diversités sexuelles. Puis c'est bien parce que là, il y a une volonté d'inclusion, tu sais. Puis moi, je le vois plus du côté autochtone, évidemment, mais moi, je pense que ce qui est intéressant quand Jessie a parlé, c'est la question de prendre le temps aussi, prendre le temps d'établir des relations de confiance, tu sais, parce que moi, ce que je remarque, c'est que je reçois beaucoup d'appels, un peu comme Sabrina a dit, c'est on a un projet, là, puis là, on voudrait avoir une personne autochtone, on voudrait, puis c'est pas mal intentionné, c'est vraiment, on veut inclure, on veut faire de la place aux personnes autochtones, mais souvent, ça arrive un peu en fin de processus, puis les délais sont rapides, puis là, ben, il en faut quelqu'un tout de suite, puis c'est ça, puis des fois, on dirait qu'on oublie que, tu sais, par exemple, juste je peux pas, évidemment, moi aussi, puis les erreurs, là, moi, j'en fais plein, puis je continue d'en faire plein, puis ça m'arrive, ce genre de trucs-là aussi. Mais, tu sais, par exemple, dans la bande dessinée, quand j'ai fait un appel à la collaboration, j'avais pas mon idée toute faite de à quoi allaient servir mes contributeurs. Tu sais, puis c'était tous des gens, la plupart que je connaissais, et donc je savais qu'ils étaient déjà ils ont leurs propres agendas, là, ils ont leurs propres projets. Là, ils ne sont pas en attente que je les appelle pour leur offrir quelque chose. Fait que j'essaie de donner une invitation le plus tôt possible, la plus ouverte possible, selon leurs intérêts, selon leur temps, selon leur. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris là, au cours des années. Je n'ai pas toujours eu cette approche-là. Puis c'est les Premières Nations qui me l'ont appris aussi. Là, mais je pense que c'est important, vu qu'on parle de création inclusive, qu'il y ait de plus en plus une volonté justement de faire de la place, de réfléchir à la façon d'inclure, à la façon d'établir les relations, à la façon de faire l'approche. Puis je pense que simplement en transposant une autre situation qu'on connaît un peu, des fois on peut dire que je ne connais pas ça, les Premières Nations, mais par exemple, es-tu femme? Oui. Bon, par exemple, tu peux faire un parallèle, comme quand on parle, par exemple, la pièce de théâtre, qu'il y avait eu les deux pièces de théâtre sans les principaux groupes intéressés, bien, si on transposait, par exemple, on disait une pièce de théâtre sur les Québécois faite par des Ontariens sans Québécois. Ah, tu sais, comme là, parce que là, on peut comprendre, là, on s'identifie. Fait que je pense que c'est un peu la même chose, la question des approches, c'est essayer de voir, de se rappeler sa posture là-dedans, puis de se mettre à la place de l'autre, tu sais, puis en fait, c'est comme Sabrina disait, c'est une question de respect puis de relation. C'est juste que dans notre système, encore là, des fois, on en fait des erreurs puis on n'y pense pas, puis tout ça, mais ça vaut la peine, tu sais, de se renseigner un petit peu sur tout ça avant de se pitcher, là, puis ouais. Puis je repense à une chose que Jessie m'a dit, tu sais, qui travaillait dans le fan service, puis dans tu sais, dans prendre des personnages, puis créer des histoires plus érotiques.
ben, je me suis rendu compte que du fan service aussi, c'est parce qu'il y a une demande de plus de représentation de quelque chose. Tu sais, Jessie, est-ce que tu réponds à des attentes d'un public quand tu fais ce type d'art-là? Ben, ça, j'en fais plus aujourd'hui, là, mais quand j'ai commencé à dessiner, tu sais, j'avais beaucoup de gens qui suivaient mon travail parce qu'ils aimaient ce que je faisais, puis ils aimaient comment je représentais des personnages qui sont jamais représentés aussi, tu sais, des copies, des copies, des trois personnes, qu'importe, là, tu sais. Ce genre de trucs-là qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans les médias populaires, mais qu'on voyait jamais là, il y a à peine 10 ans. Tu sais, je pense que il y a de plus en plus de gens qui le voient et qui, tu sais, comme l'appétit vient en mangeant des fois, là, plus t'en vois, plus t'en veux. Ben, on est rendu là, on en veut plus, donnez-en plus, puis on en voit plus, ça fait plaisir, ça fait du bien, puis plus on en voit, plus il y a de diversité dans la représentation aussi, puis ça, c'est vraiment important, parce que, pendant longtemps, là, un personnage gay, ben, ça me vient pas tout de suite, là, mais on avait tout le temps le même en tête, où on avait le même acteur gay qui revenait partout, la même actrice lesbienne, la même personne trans qui revient partout, la même actrice ou acteur trans qui revient partout. Mais là, plus il y en a, plus il y a une diversité de ces personnes-là qui sont représentées. Puis c'est pas, comme qu'on disait plus tôt, le poids de la représentation ne vient pas juste à la même personne. C'est réparti. Puis c'est ça. Je trouve que c'est vraiment important d'en avoir plus, qu'il y ait un choix, comme qu'on pourrait dire. Oui, puis je pense que c'est la mission que Maud, tu t'es donnée avec diverses syllabes, de mettre les voix diversifiées de l'avant. Oui, c'est ça, de se donner les moyens là, de partager justement, puis de changer le poids de la représentation, puis les ports de la représentation, justement pour que il y a certains récits qu'on a longtemps exclus là, du milieu littéraire, puis qu'on ne voyait pas, puis qu'on trouvait qu'il n'y avait rien d'intéressant là. Mais c'était des billets, c'était pas parce que c'était pas intéressant, c'était vraiment parce qu'il y a des billets vraiment ancrés dans le monde littéraire. Puis là, on se dit, mais pour que ces billets-là tombent, il faut que les récits circulent. Donc, on va les faire circuler, puis espérons que ça va changer un peu les choses, là, puis qu'on va se donner les moyens là, de justement avoir accès à des voix auxquelles on n'avait pas accès, puis de donner peut-être des carrières littéraires à des gens qui ne l'auraient pas eu autrement. Puis, donc, c'était vraiment ça l'idée là, de toutes nous, là, les personnes cofondatrices, là, de Diversiland. Bravo, je vous souhaite en tout cas bonne chance pour la suite de votre projet. Puis, du côté des Premières Nations, Sabrina, est-ce qu'il va en avoir plus, la représentation, tu penses? Ben, moi, je pense que oui, qu'il va y avoir plus de représentation, surtout comme je pense que comme Emmanuel disait tantôt, ben, moi, je pense qu'on a juste jasé aujourd'hui, surtout comme avec ce qui s'est passé avec Joyce, je pense que Joyce a comme beaucoup réveillé le Québec sur la situation, puis je pense que les gens, ils vont essayer d'en apprendre beaucoup plus sur les gens des Premières Nations. Puis, fait que moi, je suis certaine que oui, qu'il va vraiment avoir un événement, que ça va grossir de plus en plus, puis moi, j'ai confiance en la jeunesse aussi qui s'en vient là, dans les communautés. Il y a de plus en plus de gens qui assument leurs différentes identités, qui assument qui ils sont, qui sont de plus en plus comme éduqués aussi. Puis fait que moi, je me dis, c'est vraiment beau ce qui s'en vient. Puis peu importe qu'on soit Première Nation, non-binaire, trans, je trouve que c'est beau ce qui s'en vient. De plus en plus, les gens dénoncent ces choses-là. Puis c'est à force de dénoncer puis d'oser de faire des projets comme des bandes dessinées, différents moyens comme ça, que les gens, leur esprit vont s'ouvrir beaucoup plus. Puis, en tout cas, moi, je suis vraiment confiante en l'avenir. Honnêtement, peut-être que je suis trop optimiste, je sais pas, là, mais c'est dans mon tempérament, mais j'y crois. On a des bons jeunes, là, pour vrai. Ils sont hot, là. C'est vrai, hein? Tellement. Je pense que... Je pense, ben en fait c'est ça, on veut tout dire la même affaire finalement, mais le changement, la diversité, l'inclusion, c'est pas pour demain, c'est pour maintenant, puis c'est nos jeunes, puis je m'inclus là-dedans, puis les prochaines générations qui en demandent, qui en ont besoin, les autres aussi sont en recherche exploratoire, puis qui ont besoin de se voir dans la littérature, dans les BD, dans les dessins.
Écoutez, c'est une conversation hyper inspirante. Là, je sais pas pour vous, mais moi, je bouillonne d'espoir, je pense, grâce à vous, puis entendre vos récits personnels. Je veux vous remercier beaucoup, Tanish Minna, d'avoir participé, d'avoir été généreux aussi sur ce que vous nous avez partagé. Je pense qu'on comprend bien qu'est-ce que l'inclusivité quand on parle d'expériences très proches de soi-même puis de nos propres processus d'introspection. Puis, je vous remercie les quatre de vous être prêtés à l'exercice d'aujourd'hui. On veut continuer à vous suivre dans vos projets, fait qu'on peut peut-être faire un petit tour puis de plugger. Peut-être Sabrina nous dire aussi qu'on peut trouver tes bandes dessinées. Oui, en fait, les gens peuvent pas juste les bandes dessinées, mais tous les livres multilingues de l'IDD PNQL. Donc, c'est www.iddpnql.ca. À la section livres, tous les livres sont disponibles en version électronique, ou sinon, vous pouvez essayer de contacter l'organisme IDD PNQL sur notre site web, retrouver soit le courriel ou le numéro de téléphone. Il n'y a vraiment pas de problème, mais les gens peuvent consulter les BD à ce moment-là. Donc, oui, ils sont en langue autochtone, mais aussi en français et anglais. Donc, c'est aussi disponible à tout le monde. Merci, Sabrina. Puis maintenant, Maude. Oui, Où on peut te en trouver? fait, moi, mes réseaux sociaux, mais vous pouvez suivre Diversilab, par exemple, Diversilab sur Facebook, Diversilab sur Instagram ou sur Twitter. On va lancer bientôt notre site Internet, donc c'est un processus là, qui a été long, puis dans lequel on a mis beaucoup de créativité aussi, donc restez à l'affût pour ça. Puis d'ici la fin de l'été, d'ici l'automne, un premier ouvrage collectif qui va sortir aussi, là, donc je vous encourage à nous suivre pour voir ce qu'on va faire bientôt. Merci. Merci, Maude. Emmanuel, est-ce qu'il en reste de tes BD? Là, c'est ça la question. Oui, il en reste encore. Vous pouvez aller sur leslibraires.ca pour voir où il en reste. Mais sinon, je pense qu'il en reste quand même. On est allé en réimpression, donc ça va très bien. On est content, merci. Mais oui, c'est encore disponible en librairie et en ligne. Merci. Puis c'est d'ailleurs le commanditaire de ce soir qui fait paraître ton ouvrage. Puis il manque quelqu'un? Moi. C'est moi, Jessie. Ah, Jessie, c'est ça. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook, à Jessie Comics. J'ai un magasin en ligne aussi, c'est jessicomics.etsy.com sur la plateforme Etsy pour trouver toutes mes BD. Là. Il y en a comme 2 qui n'existent plus, malheureusement. Mais sinon, il y a quand même des BD de fesses que vous pouvez acheter là. Faites-vous plaisir. Merci, Jessie. Hey, merci beaucoup pour l'événement de ce soir. Là, ça me fait énormément plaisir. Merci tout le monde. Merci au FBDM. Merci à notre public. Oui, ça a été une très belle soirée. Puis, restez connectés. Le prochain événement, c'est la remise du 22e prix BDLIS qui commence dès 19h ce soir. Alors là-dessus, merci encore à Éco-Société qui nous a permis de discuter sur un sujet qui nous est à cœur. Tanish Kemina, tout le monde, je vous dis merci d'avoir été présent et on se dit à la prochaine. Bye. Bonne soirée. Ciao. Bye. Bye.